En juillet 1944, au crépuscule d'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité, la Deuxième Guerre mondiale, se sont regroupés 730 députés de 44 pays dans le Mount Washington Hotel, situé à Bretton Woods dans l'État du New Hampshire aux États-Unis. Ce meeting avait pour but de créer un système d'échange de devises efficient pour éviter les dévaluations trop massives de monnaie pour rester compétitif uniquement grâce à ce mécanisme. La structure de ce système serait basée autour du dollar américain, lui-même basé sur l'or. En gros, tous les pays qui auront souscrit à ce système devront greffer la valeur de la monnaie de leur pays sur le dollar américain. La valeur du dollar, lui, sera calquée sur celle de l'or dans le sens où une hausse de l'offre de dollars ne pourra venir qu'à travers une hausse de l'offre d'or, pour une augmentation d'offre équivalente dans sa valeur entre les deux. En gros, il n'y a pas de nouveaux dollars en circulation tant qu'on n'aura pas miné la valeur équivalente d'or pour aller backer cette hausse de l'offre du dollar. En gros, ça permettrait que chaque dollar soit convertible en tout temps contre son équivalent en or. C'était un système très ingénieux sur papier qui assurait une forme de pérennité et de confiance dans les monnaies étatiques. Et on a appelé notamment ces fameux accords les accords de Bretton Woods. De ces accords sont également nés deux entités supranationales encore très présentes aujourd'hui, le FMI et la Banque mondiale. Le rôle du FMI est la surveillance en fait du marché d'échange et d'identifier les pays dans le besoin monétaire. Le rôle de la Banque mondiale à elle, c'est d'apporter des aides de développement aux pays qui avaient été à l'époque ravagés par la Deuxième Guerre mondiale. Ce système fonctionnait très bien tant que la promesse des Américains était respectée, donc de maintenir la valeur du dollar pegged à celui de l'or, d'augmenter justement son offre que lorsqu'on a une augmentation similaire de l'offre d'or, avec du nouveau or physique miné. Ça apporte de la légitimité au dollar et permet aux autres pays de maintenir la confiance dans le système et par extension de sa propre devise aussi. Le problème arrive si les États-Unis décidaient de ne plus respecter le traité et à mettre en circulation plus de dollars qu'on aurait en fait d'augmentation d'or. Donc en gros, émettre plus de dollars que ce que le système permettrait de faire. Et c'est évidemment ce qui arriva. La première fois que les États-Unis ont commencé à émettre plus de dollars que ce que le système leur permettait de faire, c'était pour financer la guerre du Vietnam notamment, qui avait eu lieu entre 1955 et 1975. Puis de fil en aiguille, et parce que la machine à imprimer est extrêmement difficile à arrêter une fois qu'on l'a enclenché, ce système de Bretton Woods s'est effondré le 15 août 1971. C'est à ce jour que le président américain de l'époque, Richard Nixon, avait décidé de complètement stopper la convertibilité du dollar en or. À partir de là, les pays ont l'un après l'autre décidé d'abandonner le système du taux de change fixe avec le dollar, notamment la France en 1970, les UK et l'Allemagne en 1972. Maintenant que les pays n'étaient plus suffisamment incentivisés à accumuler du dollar dans leurs réserves de change parce que la convertibilité en or n'existait plus et que la confiance dans le système s'était du coup un peu effondrée, les US ont donc dû trouver une autre solution, un autre moyen pour de nouveau rendre sa monnaie attractive et de faire en sorte que les autres pays continuent à accumuler du dollar. De cette façon, les États-Unis pourraient continuer à mettre plus de dollars en circulation sans pour autant créer une pression inflationniste trop extrême sur sa monnaie, puisque les États seraient quand même obligés d'accumuler des dollars américains pour leurs transactions. C'est alors que l'administration Nixon arrive avec une idée très originale et très ingénieuse pour permettre le maintien du besoin des pays d'accumuler du dollar et donc de préserver la confiance mondiale dans sa monnaie. Il s'agissait de proposer un deal très singulier aux Saoudiens. L'Arabie Saoudite était et est aujourd'hui encore le plus grand exportateur de pétrole au monde. Seulement, les Saoudiens n'avaient investi que très peu ou pas du tout dans sa puissance militaire qui lui aurait permis de garantir sa sécurité. L'idée des Américains était donc très simple. Il s'agissait en fait de proposer aux Saoudiens de déployer une partie significative de la puissance militaire américaine pour garantir la sécurité de l'Arabie Saoudite, en échange de quoi l'Arabie Saoudite ne devrait vendre son pétrole qu'en dollars américains. Et ce système-là, en fait, ça obligerait les pays qui veulent traiter avec les Saoudiens pour du pétrole, surtout, ça forcerait ces pays à constamment avoir du dollar dans ses réserves, constamment devoir acheter du dollar, simplement pour pouvoir acheter du pétrole derrière. Et le pétrole, on sait que c'est en fait vraiment le poumon de l'économie. On sait qu'on a une corrélation quasi parfaite
entre la disponibilité de l'énergie d'un pays et puis sa croissance. Et le pétrole est aujourd'hui encore la source d'énergie primaire utilisée pour l'ensemble pour générer de la croissance, tout simplement. On a besoin d'énergie pour absolument tout dans une économie, pour produire, pour consommer, etc. Donc dans chaque création de valeur dans une économie, il y a toujours une partie de transformation de l'énergie. Et le pétrole, justement, est encore à ce jour, comme je disais, la source d'énergie principale utilisée dans nos sociétés. Donc en garantissant le pricing du pétrole saoudien en dollars américains, les Américains se sont assurés une demande permanente de dollars par les autres pays et un financement soutenu de sa dette aussi par ces pays, puisque les réserves de change en dollars vont du coup être recyclées par ces pays dans des bons du trésor américain pour générer des rendements. Ce système-là est ce qu'on appelle le système pétrodollar. Il a permis aux États-Unis de continuer de s'endetter très fortement envers les autres pays, de financer le déficit de sa balance commerciale sans subir une inflation trop forte. Progressivement, grâce à ce système, par simple convenance, l'ensemble du commerce mondial a commencé à se faire en dollars américains. Cette dernière monnaie a, avec le temps, récupéré son image de stabilité et les pays se faisaient plus confiance en commerçant directement en dollars américains qu'avec leur propre monnaie. Puisqu'on sait que le problème principal des marchés émergents, c'est que très souvent, quand ils ont leur propre monnaie, c'est que c'est des monnaies qui sont extrêmement volatiles et du coup, ça rend extrêmement compliqué le fait de commercer en fait avec d'autres pays. Et ça fait que ces pays ont, du coup, avec le temps, même commencé à s'endetter en dollars américains, tout simplement parce que le dollar américain, c'était tout simplement maintenant leur monnaie de fonction. Et on sait que c'est toujours un risque énorme pour un pays de s'endetter dans une monnaie qui n'est pas la sienne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'économie ne peut pas rembourser les intérêts de sa dette et amortir la dette en imprimant sa propre monnaie, mais elle va devoir trouver un moyen de trouver justement cette monnaie en faisant du commerce pour pouvoir justement payer les intérêts et amortir la dette. Et donc ces pays deviennent extrêmement dépendants à la conjoncture économique aux États-Unis et notamment sont extrêmement dépendantes par exemple au niveau des taux d'intérêt aux États-Unis. Et ces pays sont donc forcés d'accumuler davantage de dollars pour d'une part participer au commerce international avec les autres pays puisque maintenant tout le monde échange en dollars et d'autre part pouvoir rembourser sa dette. Et si ça devient problématique, ces pays vont devoir être obligés de s'endetter encore plus en dollars pour simplement rembourser sa dette, ce qui les rend encore plus dépendants. Et ça a été tout le génie du système pétrodollar, un commerce mondial où toutes les transactions s'exécutaient principalement en dollars et du coup rendait tous les pays dépendants finalement au système américain. Sauf que depuis quelques années, comme c'était le cas avec le système Bretton Woods, le système pétrodollar commence aujourd'hui à montrer quelques fissures. Les fameux pays du BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, commencent aujourd'hui à travailler sur la mise en place de leur propre monnaie, une monnaie BRICS, qui sera en fait backée par un panier d'autres devises et dont le but c'est qu'en fait d'incentiviser les pays à utiliser cette monnaie BRICS pour faire des échanges entre eux, ce qui du coup les éloignerait de la dépendance envers le dollar américain. Toute l'idée en fait c'est d'émanciper le système envers la dépendance du dollar en créant en fait un système financier concurrent, parallèle, et permettrait aux différents acteurs de pouvoir faire du commerce dans une devise fiable, stable, sans devoir absolument passer par le dollar américain. D'offrir en fait une alternative à ces différents pays. Aujourd'hui, près de 40 pays ont exprimé l'intérêt de rejoindre cette alliance, dont l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats et l'Arabie Saoudite. Et oui, même l'Arabie Saoudite, avec lesquels l'exécution du pétrodollar système s'était faite initialement, est aujourd'hui en train de délaisser les États-Unis. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui en train de se tourner de plus en plus vers la Chine et compte donc de moins en moins sur les États-Unis pour assurer sa protection et notamment aussi pour l'aider à normaliser ses relations avec l'Iran. En même temps, avec tout ça, il y a quand même un ensemble d'autres facteurs à garder à l'esprit avant de créer des faits aux États-Unis. D'abord, il y a énormément d'inquiétudes autour de la capacité de croissance structurelle de la Chine. La Chine a aujourd'hui des énormes problèmes démographiques qui viennent d'une part de la politique de l'enfant unique qui avait été mise en place et qui vient vraiment pénaliser les perspectives de croissance de l'Empire du Milieu. Si on compare avec la pyramide de la population des États-Unis, elle paraît quand même beaucoup plus saine.
et donc des perspectives de croissance future plus réjouissantes aux États-Unis qu'en Chine si on se base simplement sur ces indicateurs démographiques. Le deuxième point, c'est que même si les médias parlaient de la monnaie BRICS comme une forte menace potentielle pour les États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui encore presque 60% du commerce mondial qui se fait en dollars, et aussi et surtout, ce pourcentage reste globalement très stable depuis ces dernières années, même avec l'émergence de la menace d'une monnaie BRICS. Finalement, un dernier point, c'est que les États-Unis sont aujourd'hui relativement indépendants énergétiquement, notamment grâce au système de fracking qui a été développé il y a une dizaine d'années maintenant, et aussi indépendants en termes de nourriture, puisque les États-Unis disposent aussi de terres agricoles et d'une industrie agricole très développée, ce qui lui permet de ne pas devoir dépendre d'autres pays pour s'approvisionner en nourriture. C'est aussi cette indépendance énergétique et en nourriture qui peut garder sa monnaie attractive, parce qu'aujourd'hui, économiquement, les US n'ont théoriquement besoin de personne, n'ont pas besoin du reste du monde pour pouvoir s'approvisionner. Et cette image d'indépendance peut donc aussi rassurer les investisseurs en dollars et ça projette forcément aussi une image de solidité. Tout ça, ça nous fait donc poser la question, est-ce que l'hégémonie du dollar est-il vraiment en train de vivre ces dernières heures ou est-ce que les BRICS ne représentent pas de danger réel pour la domination américaine et que nous allons continuer de voir cette domination pendant encore de nombreuses décennies. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais très curieux d'avoir votre opinion sur ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup, même beaucoup de spécialistes ne sont pas d'accord entre eux, donc c'est très difficile de prendre parti quelque part, mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Moi je reviens très vite avec une prochaine vidéo, c'était Patrick de Sortie Terre, ciao.